Nous allons vous proposer de poser des questions dans la salle sur Iroquois 2, sur cette cérémonie. Est-ce que, avant, j'ai envie d'interroger Pierre Albano, parce que c'est un des nouveaux venus. Vous êtes donc directeur délégué de l'environnement à Air France. Vous avez, en tant qu'opérateur, une vision un peu différente des industriels. En particulier, vous avez une notion presque subjective du bruit. Vous faites beaucoup de différence entre le bruit à la source et la notion de bruit perçu. Pourquoi cette différence, Pierre Albano? Vous pouvez prendre la main. Mais je ne pense pas que notre vision soit différente, c'est encore une question de perspective. C'est vrai qu'en tant qu'opérateur, nous sommes beaucoup plus en relation avec ceux qui subissent les nuisances sonores. Ils ont une perception du bruit qui est forcément différente que la manière dont on aborde généralement ces sujets-là en bruit à la source. Les sujets sont de plus en plus aigus auprès des populations qui sont surveillées par les avions. Patrick Gandhi en a très bien parlé ce matin. Pour nous, c'est une question de survie, de croissance et de survie de notre activité. Il était donc, avant les problèmes de changement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas de gaz à effet de serre si on n'a pas le droit d'atterrir ou de décoller. Donc le premier problème qui se pose, c'est déjà le problème de l'acceptabilité du bruit tel qu'il est perçu par les aéroports. L'autre sujet est que les parties prenantes avec lesquelles nous sommes en dialogue permanent, donc les associations des riverains notamment, sont de plus en plus affûtées sur ces sujets-là. Alors bien sûr, elles connaissent particulièrement les impacts de bruit sur leur activité quotidienne, mais elles arrivent maintenant dans les réunions de dialogue que nous avons avec leurs enregistrements et où elles nous présentent, les nuisances. Donc, ils arrivent à identifier les avions qui sont particulièrement difficiles à supporter pour eux. Ils nous expliquent cela en nous montrant dans leurs enregistrements quels sont les raies spectrales, comme ça nous a été montré tout à l'heure par Denis Gély, les raies qui les perturbent le plus. Donc ils font bien la différence entre le bruit et des fréquences particulières qu'ils assimilent directement à la nuisance qu'ils subissent. Donc une très bonne connaissance de leur part de ces phénomènes-là, et qu'ils arrivent à nous présenter région par région. Merci. Jean-Yves Valin, vous êtes aussi un nouvel entrant dans Iroquois, pour présenter l'aéroport de Paris, et vous vous intéressez, vous, beaucoup au bruit au sol émis par les avions, et un petit peu en vol aussi, mais pourquoi vous vous intéressez particulièrement à ce bruit au sol? Je réponds de manière un peu triviale, c'est parce que nous sommes au sol. Les compagnies aériennes volent, nous sommes, je dirais, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est les répercussions dans nos aéroports pour la vie et le développement des aéroports et de leur région. Donc évidemment, c'est ce qui touche le sol. Je dirais que, Patrick Candine a dit beaucoup de choses sur les aéroports, donc c'est vrai qu'en région parisienne, nous sommes particulièrement pénalisés par les problèmes de bruit, essentiellement d'abord de Paris, puisque nous sommes sans doute l'aéroport est sans doute le grand aéroport européen le plus contraint en matière de bruit, puisque nous cumulons à la fois, je dirais, outre les interdictions sur les événements bruyants qui sont des mesures générales, nous cumulons un couvre-feu plus une limitation en nombre de vols, en nombre de créneaux attribuables, 150 000 par an, ce qui est quelque chose de tout à fait unique dans le monde aéronautique. C'est-à-dire que nous avons une usine qui est bridée à un niveau, à un certain niveau de sa capacité. Et ce qui est dramatique, non seulement, je dirais, pour l'aéroport ou les compagnies aériennes, mais aussi pour l'environnement, puisque certes on fait moins de bruit, mais on génère beaucoup moins d'emplois qu'on pourrait le faire. Donc c'est quelque chose qui se traduit en termes de milliers d'emplois non créés. Et puis ça se traduit aussi en services qui ne sont pas services de liaison aérienne, qui ne sont pas fournis à l'environnement, au tissu économique autour. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très pénalisant. Sur Roissy, Patrick Candine a eu des paroles apaisantes en disant à ce niveau,
d'indices d'énergie sonore qui nous limitent, mais pour le moment nous sommes en dessous. Il faut bien voir que si nous sommes significativement, enfin un peu en dessous actuellement, c'est d'abord un effet de la crise, puisque nous avons un trafic qui a quand même diminué ces dernières années. Donc effectivement, ça serait bien de l'énergie sonore, mais il faut quand même être extrêmement vigilant sur le fait que nous risquons à l'avenir, si les progrès en matière d'acoustique, en matière de bruit, ne sont pas significatifs, nous risquons d'être de nouveau gênés par ce niveau. Donc voilà donc tout l'enjeu. Et si nous participons maintenant au CORAC, je crois que c'est, nous en félicitons puisque c'est le prolongement de notre action, enfin pardon, de Saint-Iroquois, nous en félicitons puisque c'est le prolongement de notre action au sein du CORAC, et c'est aussi pour, d'une part, je dirais, apporter une sensibilité particulière au niveau de l'impact du bruit au niveau des aéroports et de l'environnement, et puis aussi pour faire peut-être pour avoir une synergie plus facile avec les données que nous pouvons vérifier, que nous disposons au niveau de notre laboratoire. Des questions dans la salle? Messieurs, des questions? Bon, je vais en poser une à Jean-Marc Thomas. Ah, pardon. Bonjour, je m'appelle Nicolas Sec. Anne Bondieu nous a parlé de l'intégration d'Iroquois dans le CORAC. Les trois pôles de compétitivité aéronautique travaillent pour qu'il y ait des PME au sein du CORAC. Or, toute l'équipe Iroquois était particulièrement silencieuse sur le mot PME. Je voulais savoir, est-ce que vous comptez en faire intervenir dans vos travaux? Jean-Marc Thomas, vous souhaitez répondre? Oui, silencieux, en fait j'en ai dit un petit mot au début pour me féliciter précisément de la présence des PME. Il est vrai que les signataires et les instigateurs d'Iroquois, eh bien, comme souvent ce sont les grands groupes, les grandes entités telles que peuvent être le CNRS, l'INSIS ou le NERA. Ceci dit, c'est notre vœu le plus cher qu'il y ait également les PME parce qu'elles ont d'une part des compétences souvent spécifiques qu'on ne trouve pas dans les grandes entités. Ce sont aussi des partenaires naturels, des grands groupes qui travaillent avec leurs propres issues de PME. Et puis en termes de souplesse et de réactivité, elles apportent réellement un plus également. Donc nous avons des PME dans Iroquois. Il y a dans la salle des représentants de Genesis, des représentants d'ATK, peut-être d'autres que je ne vois pas ou qui ne me viennent pas à l'esprit immédiatement. Nous en avons certainement pas autant que nous souhaiterions. C'est un axe effectivement qu'il faut développer. Et si ça doit passer par un partenariat ou en tout cas un travail conjoint avec les pôles, nous y sommes ouverts, oui, bien sûr. Une autre question? Merci. Jacques Savoura, de l'Union des aéroports français. Donc on peut se féliciter effectivement que les exploitants aéroportuaires et compagnies aériennes soient entrés activement dans l'Iroquois. Je veux comme apprécier ce qu'a dit Pierre Albano en disant en définitive tout ça est bien, on est bien d'accord qu'il faut faire de la recherche pour diminuer le bruit. Le tout est l'acceptabilité effectivement du transport aérien et au-delà du bruit, bien évidemment, du transport aérien dans son environnement. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des questions d'exploitation d'aéroports, des questions d'exploitation de compagnies aériennes, de transporteurs, qui n'ont pas encore été évoquées, je voulais dire autour de la table depuis ce matin. Pour les compagnies, je voudrais évoquer vraisemblablement la sortie des trains, quand on le fait très souvent à 3000 pieds, quand il y a un vol de nuit, les commandants, peut-être dans la salle, sont fatigués, 10 ou 200 en tout cas, et ils veulent stabiliser l'avion le plus rapidement possible. Et quand on sort les trains tout tôt, ça fait effectivement beaucoup plus de bruit. Et là, on est dans l'exploitation du vol. Et je voudrais savoir si à Air France, puisqu'on a absolument pas parlé ici, vous avez l'intention, on a l'intention dans le cadre d'Iroquois ou du CORAC personnellement, mais d'Iroquois, de toucher ces questions-là d'exploitation pour les aéroports. Je ne vais quand même pas être en reste. C'est tout ce qui est développé actuellement par l'aéroport de Paris
et qui le sera demain par les grands aéroports régionaux sur le CDM, le Collaborative Decision Making, qui fait qu'en définitive, on fait partir les avions du bloc au juste temps et pas pour éviter les queues au seuil de piste. Merci. Oui, alors effectivement, c'était peut-être la question aussi de M. Hugo tout à l'heure, la différence entre le bruit à la source et le bruit perçu. Dans le bruit perçu, vient intégrons bien sûr tout ce que l'on peut acheter quand on achète un avion avec toute la technologie qu'il a pu intégrer sur les différentes composantes sources de bruit. Il est évident que bien sûr notre responsabilité d'opérateur, c'est de rajouter toute la partie procédure. Et nous sommes d'ailleurs partenaires de DGAC sur les expérimentations d'approche, de procédures de moindre bruit. Et donc effectivement, nous sommes très impliqués bien sûr sur la façon dont nous utilisons les avions pour limiter leur impact. D'autres questions? Moi j'en poserais bien une à Bruno. Est-ce que quelle importance le bruit a dans l'aviation d'affaires, et est-ce que l'aviation militaire est concernée également? Bon, déjà sur l'aviation d'affaires, ce qui fait un des attraits forts des avions d'affaires, c'est de permettre aux clients d'être au plus proche de son point de départ au décollage et de la même façon à l'atterrissage d'être proche du lieu où il doit se rendre. Donc ça leur permet d'utiliser des aéroports locaux, régionaux, il y en a beaucoup dans le monde. Donc ce qui suppose que ces avions doivent avoir des capacités d'atterrissage et décollage sur des pistes courtes, des pistes non équipées, et également de respecter des contraintes de bruit qui peuvent être spécifiques sur ces aéroports. Il y a des aéroports assez célèbres dans la société qui sont un peu les référents en la matière. London City, on a parlé tout à l'heure, l'aéroport de Londres, qui est en plein milieu de Londres, Santa Monica, l'aéroport John Wayne aux États-Unis. Donc, qui sont des aéroports qui vont au-delà, dans leurs exigences, au-delà de la certification, des exigences de certification. Donc, le bruit et la maîtrise de l'impact sonore est un élément déterminant de la compétitivité de nos produits. Mais dans le compromis qu'on aura à faire entre consommation et bruit, je crois que le bruit restera très prégnant dans le futur. Alors, ça suppose deux choses. Ça suppose de concevoir nos avions en prenant en compte ces contraintes. On faisait moins dans le passé qu'aujourd'hui. On a des équipes maintenant qui ont développé des outils de modélisation en collaboration avec l'ONERA et dans le cadre d'Iroquois. L'Iroquois apporte un certain nombre d'éléments de modélisation qu'on inclut et donc qui sont maîtrisés aujourd'hui. Et ça suppose aussi dans les avant-projets d'évaluer, d'être capable d'évaluer les performances liées à l'impact sonore. Là aussi, c'est assez nouveau. On ne faisait pas en passer. On faisait des produits qui respectent la certification. Là, il faut qu'on aille au-delà. Donc, être capable, très en amont, de faire les bons choix de l'acheter. Donc ça, c'est la conception. Et puis, la deuxième chose sur laquelle on joue, et qui a été abordée tout à l'heure par Patrick Bandit, c'est aussi d'opérer différemment les avions au décollage et à l'atterrissage pour prendre en compte dans les trajectoires que les avions vont opérer les contraintes de bruit afin de diminuer l'impact sonore au sol. Donc, on regarde des procédures décélérées à faible bruit ou des procédures de continuous descent operation, donc l'interception du faisceau ILS par le haut, ce qui permet de réduire notablement l'empreinte sonore, puisqu'on peut aller jusqu'à des réductions de 10 dB sur une grosse partie de la trajectoire, ce qui est